Les duels traditionnels entre mercenaires impliquaient d'attacher une main de chaque combattant avec une corde de chanvre et de s'affronter à l'intérieur d'un cercle délimité, armé uniquement de dagues et sans utiliser de magie. En général, ces affrontements ne tournaient à l'avantage de personne, pouvant même entraîner la chute des deux adversaires. Ghislain avait ainsi provoqué un duel contre le chef des mercenaires, Karl. Il avait ajouté un enjeu supplémentaire, le perdant devait obéir sans condition aux ordres du vainqueur. Cependant, Karl, adoptant un ton moqueur, avait alors annoncé qu'il ne comptait pas cacher son expérience. Il avait précisé qu'il possédait un palmarès de 5 victoires consécutives, ajoutant qu'il ferait preuve de magnanimité en laissant Ghislain attaquer en premier. Après ces paroles, il l'avait même tiré vers lui, cherchant à lui montrer sa force. En réponse, Ghislain avait imité son geste avant de répliquer avec mépris que 5 victoires n'étaient rien en comparaison de son propre record de plus d'une centaine de victoires consécutives. Ghislain utilisa une technique de base des mercenaires, ce qui suffit à faire se crisper le front du capitaine de la troupe adverse, qui trouvait cela bien au-delà des capacités d'un novice. À cet instant, Karl abandonna l'idée de lui laisser l'initiative et sans hésitation, leva sa dague pour lui porter un coup à la tête. De son côté, Ghislain ne recula pas et exécuta la même attaque que son adversaire. Une seconde plus tard, ils avaient tous deux esquivé avec aisance l'assaut de l'autre, puis prévoyant mutuellement leurs mouvements, réalisèrent une esquive latérale identique. Consterné par l'inefficacité des attaques conventionnelles, Karl agrippa soudainement son bras gauche dans l'intention de déséquilibrer son centre de gravité et d'en profiter pour porter un coup fatal. Toutefois, son stratagème avait déjà été anticipé. Ghislain réussit alors à bloquer cette tentative avec une contre-attaque tout en minimisant les mouvements de son poignet gauche. Voyant Karl enchaîner avec une attaque perforante, Ghislain s'accroupit sur le côté, esquivant aisément le coup. Karl, estimant que ses assauts ne représentaient aucune menace, décida alors de miser sur la puissance de ses appuis pour en finir rapidement. D'un mouvement brusque, il envoya un coup de pied frontal. Il faut reconnaître que cette attaque avait pris Ghislain au dépourvu. Pris de court, il n'eut d'autre choix que d'utiliser la partie la plus dure de son corps pour bloquer l'impact de force. Cependant, la sensation qui en résulta était loin d'être agréable. Karl déclara soudainement à Ghislain que peu de frères d'armes au sein de son groupe pouvaient encaisser un tel coup de sa part. Il ajouta que la force de Ghislain dépassait largement ses attentes, mais que si ce dernier prétendait réellement avoir plus de 100 victoires consécutives, alors il ferait mieux de montrer sa véritable puissance et d'affronter Karl sérieusement. Il lui reprocha de ne faire que fuir comme une souris. Voyant leur chef dominer le combat, les soldats alentours ne manquèrent pas de lancer des moqueries, affirmant que quelqu'un d'aussi faible n'avait pas sa place ici. Ils ajoutèrent que les nobles qui ne connaissaient pas leur place devaient en payer le prix. Mais à cet instant, un simple regard empreint d'intention meurtrière de Gillon suffit à leur clouer le bec. Gillon réalisa alors que la situation devenait critique. D'après son analyse, ce duel était clairement désavantageux pour Ghislain. La règle imposait que les combattants restent à l'intérieur du cercle défini, et celui qui en sortait le premier perdait automatiquement. Gillon avait confiance en son maître, mais il savait aussi que le poids de Ghislain pouvait devenir un désavantage considérable. L'analyse de Gillon était pertinente, mais il ignorait encore l'identité redoutable que Ghislain avait autrefois portée. De plus, la différence de poids n'était en rien un facteur déterminant dans cette bataille. À ce moment-là, Gillon envisagea une action qui allait à l'encontre de son propre honneur. Si la vie de son maître était réellement en danger, il interviendrait sans hésitation pour éliminer son adversaire. Pendant ce temps, Karl continuait de mener l'affrontement avec aisance. Après avoir tenté un puissant mouvement de projection sur l'épaule, Ghislain analysa son attaque suivante et trouva une ouverture. Comme prévu, il parvint à réagir avec précision, envoyant un coup de pied directement sur la dague de Karl tout en pivotant dans les airs. Cependant, au moment où il retomba au sol, un événement inattendu se produisit. Il ressentit une douleur aiguë dans son tibia. Un os venait de se fissurer sous l'impact du blocage forcé qu'il avait effectué plus tôt contre Karl. Sans protection magique, chaque défense réussit à cumuler un fardeau sur son corps, jusqu'à atteindre une limite. Karl remarqua immédiatement le changement dans l'expression de Ghislain et ne se priva pas de le railler, affirmant que son visage n'avait pas l'air en grande forme et se demandant si un simple échange l'avait déjà mis sous pression. Pourtant intérieurement, Karl reconnaissait que Ghislain était le plus redoutable adversaire qu'il ait affronté parmi ses 5 derniers duels. Toutefois, il estima que le moment était venu de mettre un terme à cette farce. Karl se montrait aussi confiant car il était persuadé d'avoir cerné le style de combat de Ghislain. Depuis le début, il avait remarqué que ce dernier profitait des interstices entre ses attaques pour esquiver. Lorsque cela était impossible, il minimisait les dégâts en utilisant des parties non vitales de son corps pour encaisser les coups. Or, sans l'autorisation d'utiliser la magie, Karl était convaincu que Ghislain atteignait progressivement sa limite. Il se dit qu'il lui laisserait encore 1 ou 2 minutes de lutte, en guise de dernière clémence envers ce noble imprudent. À mesure que l'affrontement s'intensifiait, Karl se faisait de plus en plus menaçant. Ce qu'il ignorait cependant, c'est que cela jouait exactement en faveur de Ghislain. Lors de leur nouvelle confrontation, la douleur dans sa jambe se fit plus vive, les fissures osseuses s'accentuant au point de compromettre sa capacité à supporter les prochaines attaques de Karl.
Karl, observant la situation, remarqua immédiatement l'état de Ghislain. Il affirma avec véhémence que selon lui, Ghislain avait déjà atteint ses limites. Il ajouta que la suite du combat prouverait sa supériorité de manière indiscutable, au point que Ghislain n'aurait d'autre choix que d'admettre sa défaite, voire d'y laisser la vie. Face à cette déclaration, les soldats alentour attendaient avec impatience un bain de sang. Quant à Gillon, il avait instinctivement saisi son arme, prêt à secourir son maître dans cette impasse. Pourtant, son inquiétude s'avéra infondée, car Ghislain maîtrisait déjà l'issue de ce duel. Évitant une nouvelle attaque perçante de Karl, Ghislain mit en œuvre une technique si surprenante que Karl en fut abasourdi. Il n'avait jamais vu une telle approche auparavant, ce qui n'était pas étonnant puisqu'il s'agissait d'une technique d'espionnage développée par Ghislain lui-même. Relâchant entièrement son corps pour optimiser son esquive, Ghislain profita de la confusion de Karl pour exécuter une rotation rapide autour de lui, et sous les yeux ébahis des spectateurs, il planta sa dague profondément dans le corps de son adversaire. Karl, touché, perdit aussitôt son sang-froid, sa fureur le fit attaquer sans stratégie, avec une force brute dépourvue d'intelligence. Ghislain esquiva facilement ses assauts maladroits et lui infligea de nouvelles blessures. Le rapport de force s'inversa brusquement en faveur de Ghislain. Gillon, observant la scène, était stupéfait de découvrir une facette aussi redoutable de son maître. Karl, totalement désynchronisé, perdit toute efficacité offensive. Lorsque Ghislain lui asséna un coup précis, son adversaire subit un court vertige. Saisissant cette opportunité, Ghislain enchaîna les frappes, visant la gorge et le sommet du crâne de Karl. Désorienté, ce dernier perdit toute capacité de résistance. Toutefois, Ghislain, conscient de l'utilité que Karl pourrait lui apporter à l'avenir, choisit de ne pas l'achever. Karl, inconscient de sa position désespérée, tentait désespérément de reproduire ses attaques, ignorant que Ghislain avait déjà percé à jour son style de combat. À cet instant, Gillon comprit enfin la véritable stratégie de son maître. Ghislain utilisait une compréhension avancée de la biomécanique. Il savait que lorsqu'un combattant exerce une force excessive, son corps subit une raideur passagère, réduisant sa mobilité. Ainsi, au lieu d'affronter Karl de front, Ghislain exploitait ce phénomène pour l'épuiser progressivement. Malgré la surprise de cette découverte, Gillon ne pouvait nier que cette méthode permettait de neutraliser complètement l'inconvénient du poids. Observant Karl à bout de souffle, Ghislain déclara alors que face au danger, certains laissaient leur désir de victoire altérer leur jugement et étaient prêts à enfreindre les règles. Cependant, Karl lui répondit qu'il n'aurait jamais pu devenir chef de son bataillon sans la reconnaissance de ses hommes. Il précisa que s'il venait à trahir les règles, il trahirait également la confiance de ses subordonnés. Ghislain admit que le combat lui était défavorable en confrontation directe, mais céder la victoire à Karl était hors de question. Soudain, Karl, ignorant la douleur de son épaule disloquée, tenta une dernière manœuvre, une projection par-dessus l'épaule. Il savait que la règle stipulait que quiconque quittait le cercle était déclaré perdant. Cependant, alors qu'il pensait son plan sur le point de réussir, il ignorait encore que Ghislain avait préparé une riposte encore plus déconcertante. Ghislain plaça fermement le dos de sa lame contre son poignet, utilisant cette position pour générer une rotation du corps. Profitant de l'élan acquis, il asséna un violent coup de pied à Karl, mais ce n'était pas tout. D'un geste brusque, il tira Karl vers lui, le déséquilibrant complètement. Incapable de riposter, Karl se retrouva projeté hors de la zone délimitée sous l'effet de cette série d'attaques fluides et précises. Ainsi, Ghislain déclara que ce défi sans peur était désormais scellé. Karl avait perdu. S'il acceptait sa défaite, alors pour le restant de ses jours, il lui appartiendrait. Karl, refusant d'admettre la situation, demanda soudain qui était réellement son adversaire. Il affirma que d'après ce qu'il savait, il n'existait personne d'une telle puissance au sein de la famille Perdium. Face à cette interrogation, Ghislain ne daigna même pas répondre. Au lieu de cela, il le redressa brusquement, estimant que Karl n'avait toujours pas la bonne attitude face à sa défaite. Il était donc temps de lui administrer une éducation adaptée à son nouveau statut. Si tu as manqué les précédentes parties, tu peux trouver les liens en description de cette vidéo ou tu peux cliquer en haut à droite. Surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Revenant à l'instant où Ghislain avait vaincu Karl, ce dernier continuait de nier sa défaite, préférant questionner l'identité de son opposant. Il restait convaincu que la lignée des Perdium ne pouvait produire un tel combattant. Ghislain, sans un mot, se contenta d'agir. D'un puissant coup de coude, il frappa Karl en plein visage. Déséquilibré une fois de plus, Karl se retrouva hors de la zone délimitée et dans une tentative désespérée de se justifier, rappela les règles du combat. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, le poing de Ghislain s'abattit de nouveau sur son visage. Karl, chef des Cerbères, se retrouvait ainsi dans une situation où il en venait à s'accrocher à des règles de combat. Ghislain, implacable, souligna que sur un véritable champ de bataille, il n'existait ni loi ni restriction. Il lui rappela également qu'il était désormais son maître et que jamais il ne devait remettre en question ses décisions. Pendant les 2 minutes et demie qui suivirent, il n'épargna aucun coup, frappant Karl avec une violence inouïe. Derrière eux, les mercenaires témoins de la scène s'inquiétèrent de l'issue de ce combat. S'ils continuaient ainsi, leur chef risquait de mourir.
Pourtant, Ghislain ne ralentit pas le rythme, il savait que la rage brûlante de Karl devait être entièrement consumée avant qu'il ne puisse l'accepter comme son maître. C'est alors que, dans un sursaut d'orgueil, Karl hurla à ses hommes de tuer Ghislain sur le champ, leur reprochant même leur lenteur. À ces mots, les mercenaires révélèrent enfin leur vraie nature. Se trouvant en territoire familier, ils n'avaient que faire des lois et n'avaient qu'une seule intention, obéir et frapper. Cependant, avant même qu'ils ne puissent agir, une hache surgit, clouant sur place ces hommes avides de meurtre. Certains furent tellement terrifiés qu'ils en perdirent tout contrôle, incapables même de contenir leur peur. À cet instant, Gillon, dominant la scène de toute sa hauteur, déclara d'un ton glacial que quiconque oserait s'interposer et perturber les affaires de son maître serait envoyé sans détour vers l'au-delà. Voyant ces hommes pris d'une telle terreur, Karl sentit un frisson le parcourir. Dans son esprit, les nobles étaient censés être de faibles lâches, prêts à se soumettre dès qu'on leur montrait un soupçon d'intimidation. À ses yeux, ils étaient si craintifs qu'ils offraient leur fortune sans poser de questions et n'osaient jamais défier quelqu'un de son rang. Mais cette fois-ci, tout son univers venait de basculer. Ainsi, Karl avait gagné son surnom de chien enragé, et son pouvoir ainsi que son influence s'était accrue avec le temps. Pourtant, il ne parvenait pas à comprendre comment il avait pu être vaincu pour la première fois lors du défi sans peur, et pire encore, comment son adversaire avait pu être un de ces nobles qu'il méprisait tant. Voyant Karl perdre connaissance sous l'impact des coups, Ghislain fit un geste de la main et ordonna que l'on apporte immédiatement des bandages et de l'eau pour stopper l'hémorragie, précisant que si ces hommes ne voulaient pas voir leur chef mourir, ils devaient s'exécuter sans tarder. Les mercenaires, comprenant la gravité de la situation, obéirent immédiatement, ce qui correspondait parfaitement aux attentes de Ghislain. De son côté, Gillon saisit aussitôt l'intention de son maître. Dans le monde des mercenaires, la force brute surpassait souvent les lois, et Ghislain voulait marquer les esprits de la manière la plus directe possible. Il comptait leur imposer son autorité par la violence afin de leur faire comprendre qui était désormais leur véritable chef. Une fois Karl suffisamment remis, Ghislain lui présenta un accord de soumission et lui ordonna fermement de le signer et d'y apposer son empreinte. Bien que toujours réticent, Karl s'exécuta malgré tout. Cependant, alors qu'il soumettait le document, son attitude et son ton de voix trahissaient encore un certain esprit de défiance. Comme prévu, il était difficile pour un chien de se départir de ses vieilles habitudes. Constatant cela, Ghislain le regarda avec froideur et déclara que la leçon précédente n'avait manifestement pas suffi, lui proposant alors de poursuivre l'affrontement. Instantanément, les réflexes de Karl s'activèrent, et il abaissa son attitude de manière instinctive. Il savait désormais qu'il n'était plus qu'un simple subordonné d'un noble. Tout à coup, Ghislain posa brusquement sa main sur le bras de Karl, ce qui fit tressaillir ce dernier, craignant d'avoir une fois de plus commis une erreur. Mais contre toute attente, Ghislain déclara d'un ton presque amical que dorénavant, ils faisaient partie de la même famille et leur coopération serait des plus fructueuses. 2 semaines et demie s'écoulèrent. Dans une zone reculée, un groupe de mercenaires attendait l'arrivée imminente d'un employeur noble. Leur désinvolture et leur ton moqueur rappelaient étrangement le comportement des hommes de Cerberus avant leur soumission. Soudain, un colosse à la musculature imposante se leva et demanda si un représentant ne devrait pas être désigné pour négocier avec le noble. Sa question sous-entendait clairement que cette troupe n'avait pas de véritable leader. Cet homme s'appelait Gordon. Pourtant, son initiative agaça certains de ses compagnons, car par le passé plusieurs tentatives de négociation avaient abouti à la perte totale d'opportunités lucratives. Déterminé à prouver sa valeur, Gordon sortit une bourse remplie d'or et déclara que tant qu'il n'aurait pas réussi, cette somme servirait de garantie. S'il échouait, il pourrait la garder. Face à cette proposition alléchante, les mercenaires changèrent immédiatement d'attitude et acceptèrent de le laisser prendre les commandes. À cet instant, un guetteur signala qu'un cavalier approchait au loin. Tous tournèrent leur regard vers lui. S'ils ne se trompaient pas, il s'agissait bien de leur futur employeur. Gordon, euphorique, assura qu'il allait donner une sévère correction à ce jeune noble inconscient qui osait prétendre les engager. Mais alors qu'il s'apprêtait à passer à l'action, ses pupilles se contractèrent brusquement. Ce noble n'était pas seul. Derrière lui, une imposante troupe avançait à son rythme, ce n'était nul autre que Ghislain Perdium qui venait à leur rencontre. Un homme encapuchonné pointa alors l'arrivée du groupe du doigt et demanda d'un ton incrédule comment il était possible que la redoutable troupe de mercenaires Cerberus suive aussi docilement un employeur. Une fois face à eux, Ghislain prit la parole et leur demanda qui était le responsable de ce groupe. En entendant ces mots, Gordon se mit instantanément à trembler de peur, mais il n'eut d'autre choix que d'affirmer que c'était bien lui. Ensuite, Ghislain lui demanda de se présenter brièvement et de donner une description de son intégration au sein du groupe. Même si ces éléments étaient difficiles à mémoriser, cela ne servait qu'à préserver les apparences et à asseoir l'autorité de Ghislain. Après cela, Ghislain donna un ordre à Gordon, rassembler tout le monde en moins de 3 secondes. À partir de cet instant, ils allaient se diriger vers la forêt des griffes démoniaques et la conquérir entièrement. Depuis des années, personne n'avait osé poser le pied dans cette forêt maudite. Pourtant, elle représentait une zone stratégique que Ghislain voulait absolument exploiter, quitte à y consacrer des ressources colossales. En effet, de grands risques étaient souvent accompagnés de bénéfices exceptionnels.
Dans cette nouvelle vie, Ghislain savait qu'à proximité de l'entrée de la forêt des griffes démoniaques se trouvait une mine à vendre. S'il parvenait à s'en emparer, Perdium obtiendrait immédiatement les ressources nécessaires pour rivaliser avec le comte d'Elfay. De plus, des territoires inexplorés s'étendaient encore plus loin, recelant d'innombrables mystères. À ce moment-là, tous les mercenaires engagés par Belinda avaient fini par se soumettre, et les préparatifs pour leur expédition allaient bientôt s'achever. Le récit se poursuivit avec la fin des préparatifs. Une base temporaire fut établie à proximité, les ressources furent réparties de manière optimale et surtout, les forces militaires étaient en nombre suffisant. Grâce à Belinda, ils avaient engagé 148 mercenaires de l'agence, 41 membres du groupe de mercenaires Cerberus, ainsi que 3 personnes supplémentaires, portant le total à 192 combattants. Avant le départ, Ghislain posa une dernière question à Belinda. Comment avait-elle géré la situation avec Scovan, qui était en charge de ce territoire? À cela, Belinda répondit qu'elle s'attendait à un refus catégorique de sa part, mais contre toute attente, il lui avait proposé son aide en déclarant qu'il viendrait immédiatement avec ses hommes s'ils en avaient besoin. Tout semblait donc avancer sans encombre. Désormais, il ne restait plus qu'à passer à l'action et entamer l'exploration de cette redoutable forêt des griffes démoniaques. Tout le monde était conscient du danger qu'elle représentait. Les monstres qui y rôdaient, les menaces inconnues et les horreurs imprévisibles allaient bientôt se dresser sur leur chemin. Pourtant, certains mercenaires commencèrent à montrer des signes d'hésitation. En réalité, Belinda ne leur avait pas précisé qu'ils allaient explorer cette forêt maudite. Ils avaient cru qu'il s'agissait simplement d'une expédition dans une forêt ordinaire. Cette situation prit Ghislain au dépourvu et le laissa sans voix. Voyant cela, Belinda s'énerva et leur rétorqua sèchement que forêt ou non, cela ne changeait rien. Ils étaient des hommes faits, alors pourquoi se comporter comme des enfants de 3 ans en se posant de telles questions absurdes? Malgré ces paroles, les mercenaires n'étaient pas convaincus et refusaient cette justification forcée. La seule solution pour les calmer était d'augmenter leur rémunération. Ghislain leur promit alors une prime triple s'ils menaient la mission à bien. Cependant, avant même que les mercenaires ne puissent réagir, Belinda s'opposa fermement à cette décision. Elle rappela que toutes les ressources du groupe avaient été investies dans les préparatifs de cette journée. Face à cette objection, Ghislain changea volontairement de sujet. Ce qu'il voulait, c'était raviver leur motivation. Après tout, il connaissait parfaitement la nature des mercenaires. Peu importait le coût, une fois la mine exploitée et les cristaux magiques extraits, il suffirait d'une infime partie des gains pour payer leurs services. Il se tourna vers Belinda et lui rappela leur accord, insinuant qu'elle ne devait pas l'oublier. En entendant cela, Belinda poussa un profond soupir et assura qu'elle s'en souvenait parfaitement. Elle déclara que même après sa mort, elle ne pourrait jamais l'oublier et que quoi qu'il arrive, il lui suffisait de faire une confiance absolue à son jeune maître. Karl, ignorant l'existence du gisement, eut naturellement du mal à comprendre la décision de Ghislain. Face à cela, Gillon lui expliqua qu'il ferait mieux de ne pas sous-estimer leur maître et lui rappela qu'il ne devait pas oublier qu'il avait déjà été vaincu par lui. Ainsi, avec l'équipe que Ghislain avait réussi à constituer en moins de 2 semaines et demie, ils commencèrent leurs travaux à l'entrée de la forêt des griffes démoniaques. Après avoir abattu certains des grands arbres qui bloquaient la lumière du soleil, l'environnement devint bien plus lumineux. Toutefois, ces arbres constituaient aussi une précieuse ressource, et Ghislain donna l'ordre de transporter tout le bois abattu vers leur campement, tout en veillant à déraciner complètement les souches afin d'éviter que la route ne redevienne impraticable à l'avenir. Cependant, en découvrant cette forêt de ses propres yeux, Ghislain se rendit compte que sa superficie était bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Il craignit que les journaux écrits par le comte d'Elfay ne suffisent pas à retranscrire l'immensité et les dangers de ce lieu. Pourtant, il se promit qu'un jour, il éradiquerait toutes les menaces qui s'y trouvaient et transformerait les ressources de cette forêt en richesse pour le trésor royal de Perdium, afin d'empêcher une nouvelle chute du royaume. Pour l'instant, l'objectif qu'il fixa à son équipe était clair, il n'avait qu'à localiser le gisement pour que la mission soit considérée comme accomplie. De son côté, Karl ne put cacher sa surprise en voyant Ghislain participer aux travaux de construction de la route. En tant qu'employeur, il aurait dû se contenter de superviser, et il n'était pas le seul à penser ainsi. Beaucoup estimaient que Ghislain ne faisait cela que pour paraître noble et que tôt ou tard, il trouverait une excuse pour se retirer et se reposer. Belinda, furieuse en entendant ces remarques, les réprimanda vivement, leur ordonnant d'arrêter de bavarder et de se concentrer sur leur travail, sous peine de voir leur salaire réduit. Plus tard, elle alla trouver Ghislain et lui fit savoir qu'en tant qu'employeur, il n'avait pas besoin d'effectuer ses tâches manuelles. Ghislain répondit que cela n'avait aucune importance. Il expliqua qu'il participait uniquement pour accélérer le travail, car rester trop longtemps ici ne leur apporterait rien de bon. À ces mots, Belinda fronça les sourcils et marmonna pour elle-même, disant qu'il parlait comme s'il savait déjà tout ce qui allait se passer. Entendant cela, Ghislain ne put s'empêcher d'être exaspéré. Bien sûr qu'il savait, pensa-t-il, mais il ne pouvait tout simplement pas le dire directement. De son côté, Karl, observant la scène qui ressemblait à une querelle amicale, ne put s'empêcher de commenter la situation. Il déclara qu'il s'inquiétait pour sa propre femme, contrairement à eux, qui n'étaient bons qu'à être des chiens serviles, condamnés à travailler jusqu'à leur dernier souffle.
À peine eut-il fini sa phrase que Gillon, sans la moindre pitié, lui asséna un coup puissant, ce qui mit Karl en rage. Il jura qu'une fois l'expédition terminée, il réglerait ses comptes avec Gillon, peu importe l'issue du combat. C'est alors que Ghislain réalisa un problème majeur. Jusqu'ici, tout semblait se dérouler sans accroc, et pourtant cette tranquillité était dérangeante. Un tel calme ne pouvait être qu'un mauvais présage. Heureusement, grâce aux notes détaillées laissées par le comte Delfay dans sa vie précédente, il disposait d'informations précises sur l'emplacement des ressources et sur l'écosystème des créatures de cette forêt, ce qui lui avait permis d'anticiper bon nombre de choses. C'est dans cette optique qu'il avait fait préparer plusieurs centaines de lampes à huile, malgré leur prix exorbitant. Il savait que très bientôt, elles allaient se révéler essentielles. Alors que leur exploration progressait et qu'ils s'enfonçaient davantage dans la forêt, l'atmosphère commença à devenir de plus en plus lugubre. Pourtant, une chose demeurait inchangée, aucun danger n'était encore apparu. Certains mercenaires allaient jusqu'à penser que la forêt des griffes démoniaques n'était pas aussi effrayante qu'on le prétendait, supposant que leurs prédécesseurs avaient simplement inventé des mensonges pour les effrayer. Cependant, ils ignoraient que cette apparente tranquillité dissimulait en réalité une menace omniprésente et mortelle. Soudain, Gordon remarqua qu'un arbre gigantesque bloquait la route devant eux. Il voulut alors demander à Ghislain comment procéder pour le dégager. Sans perdre de temps, Ghislain lui ordonna de ne pas crier et de revenir lentement vers le groupe. Il le mit en garde, s'il restait là plus longtemps, il risquait d'y laisser la vie. À ces mots, Gordon ressentit une certaine panique, ce qui le fit se précipiter dans son mouvement. En se retournant, il heurta l'arbre géant avec le bois qu'il portait sur son épaule. L'instant suivant, il s'effondra de peur sur le sol. Pourtant, contrairement à ce que Ghislain avait annoncé, rien ne se produisit, Gordon était toujours indemne, assis sur le sol. Voyant cela, un mercenaire chauve se moqua de Ghislain, estimant que ce n'était qu'un arbre robuste et qu'il n'y avait là aucun danger. Il insinua même que, si c'était si dangereux, Ghislain n'avait qu'à lui céder la direction du groupe. Mais alors qu'il continuait à parler avec assurance, une épaisse liane surgit brusquement et l'enserra fermement. Son dernier instant fut marqué par l'apparition soudaine d'une gueule béante garnie de crocs acérés. Aussitôt, Ghislain donna l'ordre à tous de rester en alerte. La créature qui se dressait devant eux était suffisamment redoutable pour porter un coup mortel. Il s'agissait d'un groupe de plantes carnivores des marais insensibles au feu, car leur chair gorgée d'eau produisait de la vapeur en réaction aux flammes, leur permettant ainsi de se protéger. Pour compenser leur manque de force physique, ces plantes s'étaient adaptées en prenant l'apparence d'anciens arbres démoniaques, avec une écorce si dure qu'aucune arme ordinaire ne pouvait l'endommager. Ces informations, Ghislain les avait obtenues grâce aux journaux du comte Delfay dans sa vie précédente. C'est en s'appuyant sur ces connaissances qu'il avait prévu des centaines de lampes à huile pour leur permettre de se frayer un chemin en toute sécurité. À peine le mercenaire chauve avait-il été englouti que Ghislain ordonna à tous de se ressaisir immédiatement. Mais à peine avait-il fini de parler que la panique s'empara des mercenaires. Pris de terreur, ils commencèrent à fuir dans toutes les directions, augmentant ainsi leurs chances d'être capturés et dévorés. Ces créatures étaient extrêmement sensibles au mouvement. En quelques instants, près de 20 mercenaires furent happés et dévorés comme un buffet à volonté. Pendant ce temps, Gordon s'accrochait désespérément à un tronc d'arbre en criant qu'il n'avait que 18 ans, qu'il n'était pas encore marié et qu'il ne voulait pas mourir. 2 mercenaires entendant ses supplications, accoururent pour lui porter secours. L'un d'eux brandit une hache et l'abattit sur la liane qui enserrait Gordon, mais à leur grand désarroi, non seulement la liane resta intacte, mais la hache elle-même se brisa sous l'impact, ne devenant rien de plus qu'un vulgaire morceau de métal tordu. Alors qu'il tentait de comprendre ce qui venait de se passer, Gordon, à bout de force, fut tiré dans les airs, suspendu dans le vide. Heureusement, Ghislain arriva à temps, dégainant son épée, il le libéra d'un coup net, puis se propulsa en arrière en utilisant son dos comme appui. D'un puissant coup tournoyant, il trancha l'un des yeux d'une plante carnivore des marais, la forçant à pousser un hurlement strident de douleur. Voyant cela, les mercenaires crurent à tort que les yeux étaient le point faible de ces créatures et s'apprêtaient à concentrer leurs attaques sur cette zone. Juste avant qu'ils ne commettent cette erreur fatale, Ghislain leur ordonna de cesser immédiatement. S'ils se dispersaient, ils deviendraient des cibles faciles. Pour assurer leur sécurité, il leur ordonna de lever leurs boucliers et de former une formation défensive. Tant qu'il ne donnerait pas de nouvel ordre, personne ne devait bouger. Une fois la formation solidement mise en place, Ghislain se tourna vers Karl et ses hommes pour leur donner la directive suivante: allumer toutes les lampes à huile qu'ils avaient préparées et les lancer en direction des créatures. Karl, bien qu'un peu perplexe, rassembla quelques hommes et exécuta l'ordre sans tarder. En l'espace de quelques secondes, une centaine de lampes avaient déjà été projetées. À la vue des flammes menaçant de les atteindre, les plantes carnivores agitèrent frénétiquement leurs lianes pour tenter de les intercepter. Ce spectacle glaça les mercenaires d'effroi. Mais alors qu'ils étaient distraits par cette scène, les créatures en profitèrent pour attaquer par surprise, tendant soudainement leurs lianes vers eux. Heureusement, Ghislain avait déjà ordonné à Gillon et Belinda de couvrir Karl et les autres pendant qu'ils se chargeaient d'attirer l'attention des créatures ennemies.
Sans cela, le coup précédent aurait pu causer des dégâts considérables, même si Karl et les autres n'auraient pas été mortellement blessés, leur lampe à huile aurait été détruite. Se tenant seul en première ligne, Ghislain faisait face à une multitude de lianes qui l'attaquaient de toutes parts. Il brandit son épée, exécutant des tailles et des parades pour se défendre et attirer l'attention des créatures. Pourtant, il constata que les lampes à huile ne parvenaient toujours pas à atteindre leur cible. Il comprit rapidement que cette stratégie ne suffirait pas. Une idée lumineuse lui vint alors à l'esprit. Il devait viser directement les yeux des plantes carnivores des marais. Il passa immédiatement à l'action et comme il l'espérait, l'effet fut immédiat. Voyant cela, le groupe crut la victoire acquise et se détendit légèrement. Cependant, Ghislain savait que ce n'était qu'une illusion. Il cria aussitôt à ses compagnons de ne pas baisser leur garde et d'utiliser toutes leurs lampes à huile sans exception. Il savait que tant que le feu n'aurait pas entièrement consumé ces créatures, elles ne révéleraient pas leur véritable forme. Pendant plus de 2 minutes et demie, d'énormes flammes dévorèrent la zone. Puis, soudain un épais nuage de vapeur d'eau s'éleva, et en un instant l'incendie fut éteint. Belinda, stupéfaite, demanda avec inquiétude quel genre de monstruosité ils affrontaient, capables d'éteindre ainsi un feu enflammant leur propre corps. Ghislain répondit que leur chair était gorgée d'eau et que sous l'effet de la chaleur, celle-ci se transformait instantanément en vapeur. Il ajouta que ce phénomène annonçait l'apparition de leur véritable forme. Et en effet, l'instant d'après, les plantes carnivores des marais révélèrent leur apparence réelle. Leur chair autrefois tendre était désormais recouverte d'une gueule gigantesque hérissée de crocs. Le feu qui aurait dû être leur faiblesse ne leur causait plus de grands dégâts. Il ne restait plus qu'une solution, combattre ces créatures au corps à corps. Ghislain dégaina fermement son épée et ordonna à ses compagnons de ne surtout pas reculer. Il s'élança sans hésitation dans la mêlée. Mais même après ces instructions, une partie des mercenaires engagés uniquement pour l'argent hésitait encore. Face à des créatures aussi gigantesques, il pensait qu'il était tout simplement impossible de les vaincre. Pourtant, une autre troupe de mercenaires plus expérimentés n'hésita pas une seconde et chargea sur ordre. Karl, en tête du groupe, affichait un sourire carnassier, se réjouissant enfin de pouvoir se défouler après tant d'attentes. Voyant cela, Gillon intervint sévèrement, réprimandant les mercenaires hésitants. Il leur rappela qu'ils n'avaient qu'à faire confiance à leur jeune maître et à le suivre sans poser de questions. Après une courte réflexion, Gordon, chef des mercenaires payés, décida enfin de se lancer. Il se convainquit que si la situation tournait mal, leur employeur interviendrait sûrement pour les sauver. Si Ghislain se plaçait toujours en première ligne, c'était précisément pour dissiper toute hésitation parmi ceux qui le suivaient. Il voulait transformer l'impossible en possible et insuffler à son groupe une volonté inébranlable. Car sans cela, l'expédition dans la forêt des griffes démoniaques était vouée à l'échec. Il cria alors à tous que ces créatures avaient perdu leur carapace protectrice et qu'elles n'étaient désormais rien de plus que de gros jouets faciles à découper, même sans l'usage de la magie. Sous son commandement, les terrifiantes plantes carnivores des marais furent rapidement exterminées. Ceux qui avaient hésité au début n'en revenaient pas d'avoir survécu à un tel combat. Profitant de leur stupeur, Ghislain déclara avec fermeté que la forêt des griffes démoniaques regorgeait d'ennemis encore plus redoutables. Cependant, il leur assura qu'ils n'avaient pas à craindre pour leur vie, car tant qu'ils seraient là, ils se tiendraient toujours en première ligne pour les protéger. Il leur demanda de lui faire entièrement confiance et leur promit qu'il quitterait cet endroit en vie, les poches pleines de richesses. Sous l'effet du discours motivant de Ghislain, l'équipe avait réussi à exploiter pleinement son potentiel. Cependant, les obstacles se succédaient sans relâche. À chaque nouvelle portion du chemin ouverte, ils faisaient face à l'attaque d'un nouveau type de créature démoniaque. Heureusement, chacun d'entre eux combattait avec détermination, éliminant les ennemis rencontrés sans reculer. Leur coordination s'améliorait également au fil du temps. Les soldats dirigés par Gillon se chargeaient d'intercepter les assauts avec leurs boucliers, tandis que les mercenaires russes et Ghislain infligeaient les frappes décisives aux créatures. Petit à petit, l'équipe avait commencé à reconnaître l'autorité de Ghislain en tant que leader, se persuadant que leur survie dépendait de leur obéissance à ses ordres. Pourtant, un individu faisait exception, un mercenaire issu d'un groupe payé à la tâche, un homme aux dents proéminentes qui manifestait ouvertement son scepticisme. Le décor changea, le groupe était désormais arrivé aux abords d'un lac. Si Ghislain ne se trompait pas, ce plan d'eau marquait un point crucial sur leur itinéraire, une bifurcation essentielle pour atteindre la zone d'extraction minière. Il ordonna alors à ses compagnons d'installer un campement temporaire en bordure du lac afin de se reposer avant de reprendre la route. Après environ 2 jours et demi de répit, l'homme aux dents proéminentes commença à semer le trouble. Il alla trouver Gordon et d'autres mercenaires, se plaignant qu'ils ignoraient quel danger les attendait en s'enfonçant davantage. Il fit remarquer que s'ils mouraient, leur solde ne leur servirait à rien, insinuant que continuer relevait de la folie. À ces propos, Gordon répondit que leur employeur leur avait déjà assuré que la destination était proche. Il souligna également qu'ils avaient déjà parcouru tout ce chemin ensemble et qu'abandonner à ce stade n'était pas envisageable. Ne trouvant pas d'autre argument, le mercenaire sceptique se mit alors à évoquer le passé de Ghislain, insinuant que son surnom de « Perdium l'impitoyable » ne lui avait pas été attribué sans raison.
Il affirma qu'après avoir étudié son comportement sur plusieurs missions, il était convaincu que Ghislain cherchait uniquement à se couvrir de gloire, explorant aveuglément la forêt des griffes démoniaques sans véritable stratégie. L'un des mercenaires, un homme borgne, parut perplexe et fit remarquer qu'un mercenaire devait se conformer aux ordres de son employeur après avoir été payé. Il demanda alors au sceptique s'il envisageait de prendre l'argent et de s'enfuir. À cet instant, Anand, un autre membre du groupe, laissa exploser son agacement. Il déclara qu'il ne remettait pas en cause les compétences de Ghislain, mais qu'il trouvait que ce dernier bénéficiait simplement d'une chance insolente. Il ajouta que la moindre erreur pourrait causer l'anéantissement total de leur équipe et que face à un danger qu'ils ne sauraient gérer, leur employeur pourrait bien les sacrifier comme de simples boucliers de chair. Gordon admit alors que cette perspective n'était pas à exclure. Toutefois, alors que le mercenaire sceptique pensait avoir semé la discorde, l'homme borgne désigna Ghislain au loin et fit remarquer que si ce dernier considérait réellement la vie de ces hommes comme insignifiante, il n'aurait jamais utilisé une ressource aussi précieuse que des potions de soins pour les sauver. Il conclut que si ces critiques pouvaient s'appliquer à d'autres nobles, elles ne valaient pas pour Ghislain, qui avait déjà prouvé par ses actes qu'il n'abandonnait jamais ses compagnons. Pendant ce temps, de son côté Ghislain discutait avec Gillon et deux autres alliés d'un sujet important, ignorant complètement les rumeurs semées par le mercenaire sceptique. Karl s'étonna de son calme, estimant que s'il avait été à sa place, il aurait déjà arraché la langue de l'agitateur. Cependant, pour Ghislain cette affaire était sans importance, et il ne jugeait pas nécessaire d'y prêter attention. Gillon et les deux autres hommes venaient d'achever l'inspection du campement, suivant les ordres de Ghislain. Ils lui rapportèrent que le nombre de lampes à huile n'était plus que de 24. Cette constatation alarma immédiatement Ghislain, car il se souvint qu'après leur entrée dans la forêt des griffes démoniaques, les créatures attaquaient constamment, sans distinction entre le jour et la nuit. Or, ces 2 dernières nuits s'étaient déroulées dans un calme inexplicable. Gillon prit alors un ton grave pour déclarer qu'ils étaient entrés dans le territoire des créatures nocturnes. À ces mots, Ghislain confirma l'hypothèse. Il expliqua que ces monstres, surnommés « voleurs de lumière », possédaient une capacité unique leur permettant de se fondre parfaitement dans l'obscurité. Leur corps était invisible à l'œil nu, et ni les attaques physiques ni la magie ne semblaient pouvoir les affecter. Cependant, malgré leur apparence d'êtres invincibles, ils possédaient un point faible redoutable. Et ce secret, Ghislain le détenait sous la forme d'un parchemin magique. Tandis que la nuit avançait, la majorité du groupe sombra dans un sommeil profond, inconscient du danger imminent qui s'approchait discrètement. C'est alors que Gordon, réveillé par une envie pressante, ouvrit les yeux. Son regard se posa sur une scène anormale. L'une des lampes à huile qui servaient d'éclairage dans le camp était en train de flotter dans les airs. Gordon resta figé, se demandant s'il était encore en train de rêver. Alors qu'il s'apprêtait à se donner une gifle pour s'assurer de la réalité de la situation, il aperçut avec stupeur une créature dotée de 4 paires d'yeux en train de l'embrasser. Au même moment, un cri déchirant s'échappa de sa gorge, réveillant instantanément ses compagnons de camp. Ceux-ci alertés, se levèrent en sursaut, mais malgré les gestes frénétiques de Gordon qui tentait de repousser la créature, ses compagnons ne voyaient rien d'autre que lui seul se débattant dans le vide. Cherchant à comprendre son comportement étrange, l'un d'eux lui demanda ce qu'il racontait, affirmant qu'aucune créature n'était visible et qu'il n'avait même pas la moindre trace d'un monstre aux alentours. En entendant cela, Gordon, encore sous le choc, jeta un regard circulaire autour de lui, mais la créature qu'il avait vue avait mystérieusement disparu. Ses compagnons, voyant son expression perturbée, conclurent qu'il avait sans doute fait un cauchemar, ce qui semblait plausible compte tenu de leurs récents affrontements répétés avec des monstres. Pourtant, alors que Gordon tentait d'expliquer ce qu'il venait de vivre, un homme à la tête couverte d'un turban, membre du groupe de mercenaires de Cerberus, déclara avec gravité que ce n'était pas un simple rêve, affirmant avoir lui aussi vu les lampes à huile disparaître sous ses yeux sans aucune explication. Peu à peu, d'autres membres du groupe confirmèrent avoir vécu des phénomènes similaires, ajoutant qu'en plus des lampes qui disparaissaient, ils avaient également entendu des ricanements inquiétants et surnaturels. Le turbané reprit alors la parole pour affirmer qu'une chose était sûre, quelque chose de malsain hantait cet endroit. À cet instant précis, Ghislain arriva sur les lieux après avoir entendu le tumulte et ordonna à tous de se rassembler immédiatement, expliquant qu'ils allaient établir un plan d'urgence. Seuls 6 d'entre eux seraient impliqués dans la discussion stratégique. Gordon, encore sous le choc, demanda alors avec stupéfaction si Ghislain était en train d'affirmer que les événements étranges ayant eu lieu dans le campement étaient causés par des créatures invisibles à l'œil humain. Ghislain répondit par l'affirmative, précisant que ces entités faisaient partie de celles qui régnaient sur les ténèbres de cette forêt, connues sous le nom de « spectres de l'ombre ». En temps normal, non seulement elles étaient invisibles, mais de surcroît, aucune attaque physique ou magique n'était en mesure de les blesser. Toutefois, la disparition des lampes à huile révélait leur méthode de chasse préférée. Elles plongeaient leur proie dans l'obscurité totale avant de les acculer progressivement. Karl, manifestement agacé, s'impatienta et supposa que ces créatures prenaient plaisir à jouer avec eux avant de les éliminer. Il déclara avec colère qu'une telle chose était inacceptable et se leva brusquement, appelant les autres à passer immédiatement à l'offensive pour prendre l'ennemi de vitesse.
Ghislain répondit alors que son approche était trop impulsive et que leur meilleure opportunité viendrait au moment où les spectres attaqueraient d'eux-mêmes, ce qui leur offrirait une fenêtre idéale pour une contre-attaque. Belinda, inquiète, exprima son angoisse en rappelant que le stock de lampes à huile était presque épuisé et demanda s'ils étaient vraiment condamnés à rester passifs et à attendre la suite des événements. Ghislain la rassura en expliquant que bien au contraire, toute tentative d'attaque précipitée ne ferait que pousser les créatures à modifier leur mode opératoire et à accentuer leur harcèlement, ce qui les priverait d'une chance de les éliminer en une seule fois. Gion, perplexe, demanda alors s'il existait un moyen de capturer et d'anéantir plusieurs centaines de ces créatures invisibles et insaisissables. Ghislain répondit par l'affirmative avant d'ordonner à Belinda de distribuer les parchemins magiques qu'il avait préparés à l'avance. Puis, il expliqua leur stratégie de combat. Selon ses observations, les spectres allaient encercler leur position depuis 3 directions tout en subtilisant leurs lampes à huile pour restreindre progressivement leur champ de vision. Leur équipe étant en sous-effectif, il leur était impossible de couvrir tous les fronts simultanément. S'ils tentaient d'un affrontement direct, leur flanc arrière deviendrait une faille béante que l'ennemi exploiterait immédiatement, ce qui les condamnerait à une mort certaine. Cependant, Ghislain leur demanda d'avoir confiance en son plan, leur affirmant qu'il possédait l'avantage stratégique. Ils allaient s'organiser en 3 groupes, le premier composé d'unités de défense équipées de boucliers, le deuxième formé d'attaquants polyvalents, et enfin une unité d'élite incluant Ghislain lui-même, chargée d'exécuter l'offensive décisive. Les boucliers et les arbalétriers allaient former un dispositif serré au centre afin de résister à l'assaut ennemi. Pendant ce temps, en tant qu'unité d'élite d'assaut, Ghislain et son groupe concentreraient toute leur puissance de feu pour rapidement anéantir le flanc gauche des ombres pâles. Une fois encerclés par l'équipe centrale, il ne resterait plus qu'un massacre unilatéral, garantissant leur victoire. Soudain, Belinda exprima une inquiétude, elle rappela que ces créatures se fondaient dans l'obscurité, les rendant quasiment impossibles à attaquer. Elle demanda alors comment ils comptaient les affronter. En entendant cela, Ghislain la rassura en expliquant que le parchemin magique en leur possession était la clé du problème. Comme prévu, les ombres pâles avaient encerclé leur position depuis 3 directions. Lorsque la dernière lampe à huile fut éteinte, le campement sombra dans une obscurité totale. À cet instant, Ghislain donna l'ordre à tout le monde de sortir les parchemins magiques et de les déchirer. Dès qu'ils furent activés, une lumière intense illumina toute la zone, révélant la véritable apparence des ombres pâles. Il précisa que cette information avait été découverte dans le journal du comte d'Elfay. Tandis que la lumière se répandait, la véritable silhouette des créatures devint visible. Dès lors, toutes les attaques pouvaient les atteindre. Il expliqua que l'équipe centrale devait attirer l'attention de l'ennemi pendant que son unité d'élite lançait l'assaut sur le flanc gauche, selon le plan initial. Dès l'instant où les ombres pâles perdirent leur invisibilité, Ghislain et son équipe passèrent immédiatement à l'attaque. Les soldats dotés de boucliers formaient une ligne de front tandis que l'unité d'élite, composée des mercenaires de Cerberus, lançait son assaut sur le flanc. Progressivement, ils resserraient l'encerclement, empêchant toute fuite possible. Le combat tourna rapidement à leur avantage. Ghislain savait que si les ombres pâles étaient autrefois perçues comme invincibles, c'était uniquement grâce à leur capacité de fusionner avec les ténèbres, or, cette faculté était désormais neutralisée. Il était persuadé que la victoire était imminente. Il donna ensuite l'ordre à son équipe d'élite de réduire autant que possible le nombre d'ombres pâles restantes. Moins il y en aurait, plus leur future mission d'exploitation minière serait facilitée. Gion étant le plus puissant d'entre eux, devait jouer un rôle clé en attirant l'attention de l'ennemi et en portant les attaques les plus dévastatrices. De son côté, Karl, grâce à sa vitesse, devait perturber le rythme des créatures. Ghislain et Belinda, quant à eux, se concentraient sur des frappes létales ciblées. Les mercenaires de Cerberus, n'ayant plus grand-chose à faire, n'avaient d'autre choix que d'observer le combat. Pendant ce temps, près de la zone centrale du campement, les arbalétriers et les soldats équipés d'armes à distance maintenaient un feu nourri, mais le nombre d'ennemis restait considérable. Ils commencèrent à se sentir dépassés par l'afflux incessant de créatures. Si l'unité d'élite n'arrivait pas à temps pour exécuter son plan, la ligne de défense finirait par céder. Toutefois, ces inquiétudes furent vite dissipées lorsque l'équipe de Ghislain fit une percée éclair dans la zone centrale. En voyant cela, Gordon et les autres passèrent de la frustration à l'exaltation, sentant la victoire approcher. Gordon s'écria alors que tous devaient suivre les ordres de leur employeur et modifier la formation pour s'adapter à la situation. Mais alors qu'ils allaient achever leur encerclement final, un imprévu surgit. Les ombres pâles restantes profitèrent d'une faille dans leur dispositif et prirent la fuite sans se retourner. Ghislain, d'abord contrarié, réalisa rapidement la raison de cette fuite soudaine. Sans perdre un instant, il ordonna à Belinda d'accomplir une tâche cruciale, repérer le meneur de ces créatures et l'empêcher de s'échapper. Il se souvenait parfaitement de lui parmi les ombres pâles restantes. Il avait supposé que la créature aux cornes pointues avait perçu une anomalie et lancé un signal de retraite. En entendant cela, Belinda avait été légèrement perplexe. Les laisser partir ainsi ne jouait-il pas en leur faveur? Que ce soit en termes de timing ou d'autres aspects, cela semblait avantageux. Ghislain lui expliqua alors que les ombres pâles nourrissaient une obsession extrême pour leur proie.
Même si à cet instant, elle semblait en pleine débâcle estivale, elle reviendrait tôt ou tard, perturbant leurs actions jusqu'à ce que la dernière d'entre elles soit anéantie. Ainsi, plutôt que de laisser cette menace planer, mieux valait en finir immédiatement avec elle afin d'éviter toute complication future. En entendant cela, Belinda finit par comprendre la logique derrière cette stratégie. Tant que leur chef intelligent serait éliminé, l'armée ennemie privée de commandement se désorganiserait totalement. Elle reconnut alors que Ghislain avait grandi et gagné en maturité. À peine cette pensée l'avait-elle effleurée qu'elle sortit une de ses griffes lames, la fixant habilement à une branche robuste. D'un mouvement vif, elle s'élança tel un projectile. En moins de 3 secondes, elle atteignit un point en surplomb, non loin de l'armée ennemie, et repéra l'objectif que Ghislain lui avait décrit. Il s'agissait bel et bien du chef des ombres pâles que Ghislain voulait capturer. Sans hésiter, Belinda projeta sa griffe lame, atteignant sa cible avec une précision redoutable. Simultanément, Ghislain bondit à la suite de son assaut et s'engouffra dans les rangs ennemis, tranchant d'un seul coup la tête de la créature qui dirigeait les ombres pâles. Désorientées, elles étaient devenues vulnérables, garantissant ainsi leur victoire. Il ne restait plus qu'à éliminer les survivants dénués d'intelligence. Dès lors, l'assaut final avait commencé. Certains se jetèrent sur les ennemis avec la voracité de loups affamés, et une certaine rivalité s'installa même parmi les combattants. Quelqu'un plaisanta en comparant l'exploit de Gillon à celui d'un vieil homme ayant dépassé la cinquantaine, ce qui n'aurait sans doute pas manqué d'irriter ce dernier. Finalement, à l'aube la bataille avait pris fin, marquée par l'extermination complète des ombres pâles. Ghislain ressentit une immense satisfaction en voyant la joie de ses compagnons, mais il savait que l'heure n'était pas encore aux célébrations. 2 tâches restaient à accomplir, il ordonna à Belinda de dresser un bilan des pertes et demanda la récupération des vidéos enregistrées des ombres pâles. Car l'interloqué n'avait pas compris l'utilité de ces enregistrements, ce qui était compréhensible. Ghislain lui expliqua alors que les ombres pâles étaient parmi les créatures les plus redoutables à l'entrée de la forêt des Griffes. Même à l'état de cadavres, leur corps exhalait une odeur capable d'éloigner les créatures de moindre rang. En disposant ces restes autour du camp, il garantirait une protection temporaire contre d'éventuelles menaces extérieures. Après avoir donné ces directives, Ghislain prit un moment pour réfléchir. 4 jours s'étaient écoulés depuis le début de son expédition dans la forêt des Griffes démoniaques, et désormais les ombres pâles avaient été anéanties. Il ne restait plus qu'à exploiter les gisements de minerais. Bientôt, il pourrait enfin recentrer ses efforts sur sa quête de vengeance. Ses pensées furent interrompues par Belinda, qui lui rapporta le bilan des pertes. Parmi les mercenaires engagés, 3 hommes manquaient à l'appel, mais aucune autre perte n'était à déplorer. Le groupe comptait désormais 126 membres. Cette nouvelle avait rempli Karl d'orgueil, il s'exclama que seul un groupe mené par lui pouvait obtenir un tel résultat. Lorsqu'on lui demanda si les 3 disparus étaient morts, Belinda répondit qu'aucun de leurs corps n'avait été retrouvé. Avant même qu'elle ne termine sa phrase, Gordon et les autres comprirent immédiatement la situation. Ils déduisirent que l'homme aux dents proéminentes, qui avait tenté de s'enfuir plus tôt, n'avait pas agi seul. Il était accompagné de 2 comparses, et tous 3 avaient pris la fuite depuis un moment déjà, mais ils ignoraient que leur acte égoïste allait leur coûter cher. D'abord confiants, ils avaient justifié leur désertion en affirmant que rester aurait été suicidaire. Selon eux, même s'ils avaient survécu et amassé des richesses, ils n'auraient pas eu le temps d'en profiter. Mais alors qu'ils débattaient encore, l'homme aux dents proéminentes s'est soudainement emporté, leur ordonnant de cesser de parler et de fuir pendant que les créatures étaient distraites. À peine avait-il fini de parler qu'il remarqua la terreur sur le visage de ses compagnons. L'un d'eux tremblant, lui murmura difficilement de regarder derrière lui. Au même moment, alors que l'homme aux dents proéminentes et ses compagnons tentaient de fuir en profitant du chaos ambiant, ils s'étaient retrouvés face à une paire d'yeux terrifiants qui les fixaient depuis l'ombre. En un battement de cils, les 3 hommes avaient été avalés par un gigantesque serpent. Pourtant curieusement, comme s'il souhaitait savourer son repas, la créature recracha le corps à moitié digéré de l'homme aux dents proéminentes avant de disparaître à nouveau dans la brume, attendant patiemment sa prochaine proie. De l'autre côté, après une semaine de repos, Ghislain et son groupe reprirent la mission d'exploration à l'entrée de la forêt des Griffes maléfiques. C'est alors que Karl afficha une expression de surprise, une réaction que personne ne lui connaissait jusque-là. Il constata à quel point les mercenaires faisaient preuve de discipline et de rigueur. Gillon répondit que cela était tout à fait naturel, car ils croyaient tous en la capacité de leur jeune maître à les diriger. Karl poursuivit alors en demandant à Ghislain s'il avait l'intention de dissoudre le groupe une fois la mission terminée. Il souligna que ce serait un immense gâchis de ne les utiliser qu'une seule fois. Ghislain expliqua qu'il y avait déjà bien réfléchi et que son intention était de continuer à les former en tant que soldats personnels. Tout le monde savait que des mercenaires désorganisés ne pouvaient pas vaincre une armée régulière lors d'un affrontement à grande échelle. Cependant, d'après ce qu'ils avaient vécu ici, il était évident qu'ils avaient déjà dépassé les limites habituelles des mercenaires. Ainsi, chacun d'eux allait devenir un pilier solide sur la route du pouvoir de Ghislain. Au même moment, l'homme au turban à la Zorro s'approcha pour faire son rapport. Il informa qu'il avait, comme demandé, dispersé les cadavres des ombres pâles tout autour.
L'effet fut immédiat, si bien que même Karl, qui ne cachait pas son scepticisme, ne put s'empêcher de reconnaître la pertinence de la stratégie de Ghislain. Il fit remarquer qu'il était surprenant que le groupe n'ait croisé aucune créature depuis le camp jusqu'ici. Pourtant, alors que la troupe s'approchait du site d'extraction, Ghislain sentit son œil droit tressaillir, un mauvais pressentiment s'emparant de lui. Était-ce le signe qu'un malheur allait survenir? Soudain, Belinda surgit d'en haut, visiblement excitée après avoir mené à bien sa mission d'éclaireuse pour le clan sans queue. Elle annonça avec agitation que ce que Ghislain cherchait se trouvait non loin d'ici, confirmant ainsi ses prédictions. Sans perdre de temps, Ghislain donna l'ordre à tout le monde de dégager la route au plus vite et leur indiqua que leur destination se trouvait juste devant eux. Lorsque les derniers arbres tombèrent, une lumière vert pâle éblouissante jaillit derrière, captant instantanément l'attention de tous. Mis à part Ghislain, tous restèrent figés face à la scène, hypnotisés par ce qu'ils voyaient, et un silence pesant s'installa. Ce ne fut que lorsque Ghislain prit la parole que l'atmosphère se rompit. Il était inutile de dire quoi que ce soit de plus, la précieuse découverte devant leurs yeux parlait d'elle-même. Ce que le groupe venait de trouver était un gisement renfermant une immense quantité de cristaux magiques de premier ordre. À cette vue, Karl exalté, s'exclama qu'il était stupéfiant de voir une telle richesse cachée dans cette forêt obscure. Gillon de son côté, soupira en rappelant qu'il avait déjà prévenu Karl, leur jeune maître ne faisait jamais rien sans y voir un intérêt. Belinda quant à elle, ne put contenir son émotion et se jeta dans les bras de Ghislain malgré l'orage qui grondait au-dessus de leur tête. Elle s'exclama que leur jour de misère touchait enfin à leur fin et qu'ils allaient devenir immensément riches. Alors que Gordon proposait de commencer immédiatement l'extraction, Ghislain arrêta net tout le monde, ordonnant à chacun de ne surtout rien toucher. Il précisa même que cette mission d'exploration risquait fortement de se solder par un échec. Au même instant, le brouillard environnant commença à se dissiper progressivement, et ils distinguèrent bientôt plusieurs silhouettes familières. Il s'agissait sans aucun doute des déserteurs de leur groupe. Gordon et les autres, bien qu'ayant du mépris pour leur lâcheté, ne purent réprimer leur instinct de compagnons d'armes et voulurent s'avancer pour les secourir. Toutefois, Ghislain les stoppa immédiatement et les repoussa en arrière, affirmant que c'était inutile. L'un des déserteurs, un homme surnommé Gueule d'Ogre, n'était déjà plus en vie, ce n'était plus qu'un cadavre gorgé de sang. Tout en parlant, Ghislain dégaina lentement sa grande épée, puis d'un coup tranchant, il balaya l'air d'un puissant arc de lumière, dissipant en un instant le brouillard oppressant. Ce que le groupe découvrit alors les glaça de terreur, un amas d'ossements fraîchement rongés jonchait le sol. Il y avait non seulement des restes humains, mais aussi ceux de créatures magiques. La peur envahit immédiatement la majorité du groupe, leurs jambes flageolant sous l'effroi. Face à cette scène, Ghislain comprit qu'il était hors de question d'aller plus loin. Un monstre de haut niveau devait forcément rôder dans les parages. Certains os semblaient encore récents, ce qui signifiait que la dernière victime n'avait pas trouvé la mort il y a bien longtemps. En dehors de cela, l'air environnant semblait également problématique. Un mélange de gaz toxique et de brouillard s'était formé, ce qui rendait l'atmosphère plus lourde. Ghislain savait que, selon les archives de sa vie précédente, aucun danger ne devait exister sur ce gisement minier. Pourtant, il ordonna à tout le monde de rester en alerte et de se préparer à toute menace imminente. À peine eut-il fini de parler qu'une immense vipère surgit au-dessus d'eux, ouvrant sa gueule béante sans le moindre avertissement. Devant cette attaque soudaine, Ghislain réagit immédiatement, il brandit sa grande épée et se précipita vers la créature. Cependant, même si son attaque frappa précisément l'endroit supposé être le point faible du serpent, seule une légère entaille apparut à cet endroit. Cherchant un autre point vulnérable, il dirigea alors sa lame vers la tête du monstre, mais cette tentative non plus ne produisit aucun dommage significatif. Se trouvant toujours en l'air après son assaut, Ghislain vit la vipère cracher un flot de venin dans sa direction. Heureusement, il parvint à esquiver de justesse, mais son manteau fut touché et rongé par l'acide. Cependant, la menace ne s'arrêta pas là, le monstre se précipita à nouveau sur lui, le forçant à mobiliser davantage de magie pour se protéger. Mais la puissance de la créature dépassait largement la sienne, et en un instant il fut projeté violemment au sol. Voyant cela, Belinda s'écria inquiète, demandant si Ghislain allait bien. Mais la vipère ne laissa aucun répit, elle ondulait avec une vitesse terrifiante à travers le champ de bataille, empêchant toute intervention efficace du reste du groupe. Ghislain quant à lui, bien que gravement blessé par l'impact, savait qu'il n'avait pas encore atteint sa limite. Il comprit alors que cette créature était sans doute le maître des lieux. Pourtant, selon les informations qu'il possédait, un tel monstre n'aurait jamais dû se trouver ici, se pourrait-il que ses actions aient modifié le cours de l'histoire? Il n'en était pas certain. Mais une chose était sûre, dans une situation où la victoire paraissait quasi impossible, il devait choisir entre battre en retraite ou affronter la créature malgré tout. Cependant, abandonner n'était pas une option envisageable. Tout ce qu'il avait accompli jusqu'ici serait réduit à néant s'il fuyait maintenant. Ghislain serra son arme et fixa la vipère avec une détermination brûlante, rien ni personne ne devait entraver son chemin. Il portait un fardeau bien trop lourd pour reculer. Aujourd'hui, l'un d'eux devait mourir. Il analysa rapidement la situation. La créature possédait des écailles capables de se mouvoir librement et d'offrir une défense quasi impénétrable.
Même en imprégnant son arme de magie, il lui était impossible d'infliger des dégâts notables. Ghislain en déduisit que son point faible ne pouvait être qu'à l'intérieur de son corps. Il se remémora alors le moment où il avait ouvert la 3e couche du coffre magique. Il avait déjà pris sa décision, quoi qu'il advienne, il irait jusqu'au bout. En réponse à sa provocation, la vipère ouvrit à nouveau sa gueule et fonça sur lui avec une vitesse fulgurante. Ghislain, quant à lui, choisit volontairement d'encaisser cette attaque pour jauger l'écart de puissance entre eux. Il bloqua le coup avec son épée et après en avoir mesuré l'impact, réalisa qu'un combat équitable restait envisageable. Sans attendre, il enchaîna immédiatement avec une attaque latérale, un coup tranchant visant une zone spécifique. Même si cela ne brisa pas complètement la défense du monstre, cela lui permit d'identifier son véritable point faible, ses yeux. Soudain, une violente aura meurtrière l'envahit. Il réagit aussitôt, levant son épée pour se défendre. S'il avait baissé sa garde ne serait-ce qu'un instant, la queue du serpent l'aurait frappé de plein fouet et l'aurait instantanément tué. Ghislain comprit que le combat serait long et éprouvant. Mais peu importe à quel point la situation semblait désespérée, il devait porter ce fardeau, comme son père l'avait fait avant lui. Certaines batailles ne se gagnaient pas seules. À cet instant, il exécuta une attaque fulgurante, tranchant la créature au niveau de la patte ventrale. Du sang jaillit immédiatement, provoquant la stupeur de ceux qui observaient la scène. Certains s'inquiétèrent de son état, mais Ghislain n'avait pas le temps de s'en soucier. Depuis le début de ce combat, il avait déjà accepté de risquer sa vie. Ghislain pensait initialement que la chute soudaine du serpent géant était due aux 2 attaques tranchantes qu'il lui avait infligées, qui avaient peut-être causé des dommages critiques. Cependant, lorsqu'il se retourna pour observer la créature, il constata qu'elle s'était relevée comme si rien ne s'était passé. Ce comportement suggérait qu'elle se jouait de lui, mais pour l'instant cela importait peu. Ce qui comptait réellement, c'était que l'utilisation prolongée du 3e niveau de magie commençait à épuiser ses ressources, et il sentait que sa réserve de mana touchait à sa fin. Soudain, ses compagnons se précipitèrent vers lui, paniqués. Belinda fut la première à lui demander s'il était blessé. Comme il ne répondit pas immédiatement, elle appela Gordon et insista pour qu'il l'emmène en lieu sûr pendant qu'il prendrait la relève. Toutefois, Ghislain l'interrompit avant même qu'elle ne puisse terminer sa phrase, ordonnant à tout le monde de battre en retraite immédiatement. C'était un ordre. Gillon ne comprit pas cette décision et interrogea Ghislain sur la signification de cet ordre. Il faisait valoir que même sous sa protection, il serait difficile de garantir que personne ne soit blessé face à un monstre aussi gigantesque. Ghislain, avec sérieux, déclara qu'il ne pouvait pas se permettre de les perdre. Si tous périssaient ici, ce serait sa faute. Ces paroles semblèrent bouleverser Belinda, qui ne comprenait pas pourquoi son maître persistait à vouloir aller jusqu'au bout, alors même qu'ils avaient déjà accompli l'exploit de pénétrer si loin dans cette zone. À cet instant, le serpent projeta une immense quantité de venin dans leur direction. En voyant cela, Ghislain réitéra son ordre de retraite, pourtant au lieu de s'exécuter, ses compagnons firent preuve d'une solidarité sans précédent. Les soldats portant des boucliers levèrent immédiatement leur protection pour bloquer l'attaque corrosive. Alors que Ghislain s'apprêtait à leur dire quelque chose, ils prirent la parole à l'unisson. Ils déclarèrent que puisqu'il était leur employeur et qu'il était resté avec eux jusqu'ici, il resterait aussi à ses côtés. Ils rappelèrent que c'était grâce à lui qu'ils avaient survécu à de nombreuses crises et que s'ils parvenaient à tuer le gardien de cette zone, les trésors qui se trouvaient derrière leur appartiendraient. Un jeune homme parmi eux affirma qu'il ne fuirait jamais en abandonnant Ghislain derrière lui. Un vétéran ajouta qu'il savait pertinemment que la sagesse vient avec l'âge et proposa d'attirer l'attention du monstre pour créer une ouverture décisive. Tous demandèrent à Ghislain de leur faire confiance, comme eux avaient choisi de croire en lui sans condition. Face à ces déclarations, Ghislain demeura silencieux un long moment. Il ne savait pas quoi dire, et la seule chose qu'il pouvait faire était de leur fournir des informations sur l'ennemi. Il expliqua que le venin du serpent était mortel et que ses écailles écarlates pouvaient se mouvoir à volonté, rendant sa défense extrêmement résistante. Même une arme imprégnée de magie aurait du mal à le blesser. Cependant, il n'était pas totalement désavantagé. Il révéla que le serpent avait perdu son œil gauche et que sa bouche portait une large entaille infligée précédemment. Par conséquent, la victoire n'était pas impossible. Il insista sur le fait que cette bataille marquait la dernière étape de leur mission. Après ce combat, ils retourneraient célébrer leur succès, mais d'ici là, personne ne devait mourir inutilement. Dès que Ghislain termina son discours, le combat s'intensifia immédiatement. Tous ses compagnons mobilisèrent leurs talents sans la moindre retenue. Même les combattants les moins expérimentés démontrèrent que, unis, ils pouvaient infliger des blessures irréversibles au monstre. Quant à Ghislain, il se concentra sur la destruction du 2e œil du serpent. Il savait que malgré sa renaissance, tout ne se déroulerait pas toujours comme prévu. Cette bataille en était la preuve. L'imprévu le contraignait à porter un poids immense sur ses épaules. Si lui ne prenait pas les devants, son groupe soigneusement assemblé risquait d'être anéanti. Prenant une profonde inspiration, il se lança sans hésitation dans l'affrontement final. Grâce à l'expérience de ses 2 vies, Ghislain savait qu'il suffisait d'entrer dans le corps du serpent géant pour lui porter un coup fatal. Finalement, sous le regard stupéfait de tous, il se trouvait à l'intérieur de la créature.
Son épée transperça sa tête avant qu'il ne tranche le crâne du monstre en deux. Cette bataille fut finalement une victoire pour eux. 2 jours et demi passèrent rapidement. À ce moment-là, la cité principale de Perdium convoquait une réunion d'urgence. Certains s'insurgeaient contre le fait que ce gamin ait ignoré les ordres du Seigneur et ait formé une armée sans permission. Ils affirmaient qu'il était impossible de rester inactif plus longtemps et que patienter davantage risquait d'entraîner une catastrophe pour Perdium. Beaucoup reprochaient cette situation à Skovan, estimant que s'ils n'avaient pas falsifié les informations, ils auraient pu prévenir cette crise. Pourtant, tandis que le trésorier et le majordome discutaient sans relâche, le seigneur de Perdium gardait le silence, semblant attendre quelque chose. C'est alors que le chef des chevaliers de la famille entra pour annoncer le retour du jeune maître Ghislain. Revenant à l'instant où il avait vaincu le serpent géant et été convoqué par son père à Perdium, la première chose que ce dernier lui avait dite concernait ses mises en garde répétées. Il lui était formellement interdit d'explorer la forêt des griffes démoniaques. En entendant cela, Ghislain acquiesça et remit l'argent requis, mais il s'obstina à suivre sa propre conviction, persuadé que cette expédition était cruciale pour Perdium. C'est alors que le chef des chevaliers, Randolph, intervint, rappelant à Ghislain qu'entrer sans autorisation dans la forêt des griffes démoniaques constituait une violation grave des lois. Il lui demanda s'il avait pris en compte les conséquences d'une invasion de monstres menaçant la cité et ses alentours. Ghislain soupira en répliquant qu'il était bien vivant et que rien de tout cela n'était arrivé. Sa réponse impertinente suscita leur mécontentement. Le trésorier de la famille, Albert, décida alors de lui répondre plus sérieusement et sortit une feuille de sa veste. Il affirma qu'il pouvait mettre de côté le sujet de l'expédition, mais qu'il y avait une chose que Ghislain ne pouvait pas expliquer. En examinant le document, Ghislain y découvrit des informations le concernant ainsi qu'Amélia. Albert lui apprit qu'à cause de lui, le comte Réfort était entré dans une colère noire, allant jusqu'à couper tout soutien à Perdium et à annuler l'alliance matrimoniale. Ghislain trouva cependant cela suspect, car il savait que Réfort n'avait jamais apprécié Amélia. Pourtant, cette lettre ne semblait pas falsifiée. Une autre explication lui vint à l'esprit. Amélia s'était probablement alliée à d'autres forces, rendant inutiles les cartes qu'il pensait avoir en main. Il comprit alors que cette femme rusée ne renoncerait jamais à ses ambitions. De plus, l'histoire prenait une tournure bien plus rapide que dans sa vie précédente. Ses pensées furent interrompues par Albert, qui lui fit remarquer qu'il n'avait plus aucune excuse cette fois-ci. Le majordome Maine ajouta avec colère qu'il devait rembourser l'argent emprunté à Amélia. Quant à Randolph, il se plaignit que cette somme aurait pu financer l'entretien des chevaliers pour au moins 6 mois. Face à ces accusations, Ghislain se contenta de répondre froidement qu'il avait tout dépensé. Cependant, contrairement à ce qu'il pensait, il avait utilisé cet argent pour préparer l'exploration de la forêt des griffes démoniaques. Dès que Ghislain prononça ces mots, un silence de mort s'installa dans la pièce, durant un long moment avant que quiconque ne réagisse. Certains s'indignèrent qu'il ait englouti une telle fortune dans une entreprise jugée inutile. Ghislain savait qu'il ne comprenait pas sa vision, alors il préféra s'excuser d'abord. Toutefois, alors qu'il s'apprêtait à leur répondre, une main massive attrapa brutalement son col. Une voix furieuse l'accusa d'être un enfant capricieux qui avait ruiné l'avenir de Perdium. On lui annonça que désormais, il ne serait plus l'héritier de la famille, mais un criminel, et que son destin serait de croupir en prison pour le reste de sa vie. En fin de compte, tout revenait toujours à une question d'argent. Désormais, c'est Ghislain lui-même qui assurerait le financement de la famille. À ces mots, son père habituellement silencieux, prit enfin la parole pour demander ce que cela signifiait. Ghislain ne répondit pas immédiatement et fit plutôt entrer Belinda, qui attendait à l'extérieur depuis un moment. Il lui ordonna d'ouvrir la boîte et de la présenter à l'assemblée. S'il pensait que son projet d'expansion n'était qu'un simple caprice, il faisait une grave erreur. Lorsqu'ils découvrirent que la boîte contenait des cristaux magiques, leur stupeur fut totale. Pendant de longues minutes, personne n'osa prononcer un mot. Finalement, Omern demanda si ces cristaux avaient été acquis grâce à la somme d'argent utilisée récemment. Belinda s'apprêta à expliquer, mais Ghislain l'interrompit, reprochant à Omern en tant qu'intendant en chef, de ne pas reconnaître à quel point ces cristaux étaient précieux. Selon lui, cette somme d'argent était loin d'être suffisante pour un tel achat. Albert prit alors la parole pour confirmer qu'il s'agissait bien de cristaux magiques de la plus haute qualité. Toutefois, il souligna qu'ils étaient insuffisants pour soutenir à eux seuls la famille Perdium. Ghislain esquissa un sourire dédaigneux, affirmant que cela était évident, il n'avait jamais prétendu que cette quantité représentait l'intégralité de ses ressources. Le simple fait d'apporter une boîte suffisait à stupéfier les figures majeures de la famille, uniquement parce qu'elle contenait des cristaux d'une valeur inestimable. Le trésorier familial alla jusqu'à affirmer que la seule quantité présente dans cette boîte dépassait probablement les réserves d'un royaume continental tout entier. Mais Ghislain ne fit que sourire avec mépris, précisant que le véritable spectacle était encore à venir. Il mena alors son père et les autres sur le site du transport des butins du bois des griffes démoniaques, afin qu'ils puissent voir de leurs propres yeux les résultats de ses efforts. Son père demanda à Belinda de lui dire franchement si tous ces biens provenaient bien de l'exploration de la forêt. Belinda acquiesça et ajouta que c'était grâce à Ghislain que tout cela avait été possible,
les restes du serpent à l'écorce impénétrable ainsi que de nombreuses autres carcasses de monstres. Quant aux cristaux magiques visibles sur place, ils ne représentaient qu'une infime partie des réserves encore non extraites. Ghislain affirma que tout ce qu'il faisait était pour le bien de la famille Perdium et qu'il n'avait aucune intention de garder ses richesses pour lui-même. Il comptait les investir entièrement dans le développement familial. Albert, stupéfait, fit alors un rapide calcul et en conclut que si tout cela était converti en capital, la famille n'aurait plus à s'inquiéter ni à lutter financièrement. À ces mots, Omer et Randolph changèrent immédiatement d'attitude, vantant les mérites de Ghislain et lui assurant qu'ils étaient à sa disposition pour toute demande. Ghislain posa alors ses conditions. D'abord, il exigea la libération de Scovan et Ricardo, qui n'avaient fait qu'exécuter ses ordres. Ensuite, il demanda le maintien des restrictions d'accès au bois des griffes démoniaques afin d'éviter toute rumeur nuisible à la famille. Enfin, il annonça sa volonté de recruter sa propre armée, affirmant que dépendre systématiquement des soldats familiaux était une pure perte de temps. Si les autres conditions furent acceptées sans réserve, la dernière fit l'objet d'une opposition farouche. Ghislain répliqua alors que dans ce cas, il pourrait s'inspirer du contre-effort quant à la gestion de son soutien à la famille Perdium. Cette réflexion alarma Albert qui supplia alors son père d'intervenir, l'accusant de vouloir marchander avec l'avenir de la famille. Pendant ce temps, Ghislain fut rejoint par Karl et ses hommes, qui lui rapportèrent que le chargement des cristaux magiques était presque achevé et qu'il pouvait partir dès qu'il en donnerait l'ordre. Ils confirmèrent également que l'écorce avait été correctement préservée et demandèrent des instructions concernant le cadavre du grand serpent. Ghislain leur ordonna de séparer soigneusement le venin, la chair et la peau tout en veillant à éviter toute décomposition. Le père de Ghislain et Randolph échangeaient à voix basse, car ils savaient tous deux que Karl et Gillon étaient des combattants redoutables et que leur véritable identité demeurait incertaine. Ils ne comprenaient pas comment Ghislain avait pu les convaincre de le suivre et s'étonnaient que l'armée qu'il dirigeait désormais rivalise avec les forces actuelles de Perdium. Transformer ces mercenaires d'ordinaire attachés à un strict code de conduite en soldats fidèles à Ghislain avait certainement demandé beaucoup d'efforts. En écoutant son père, Ghislain secoua la tête pour lui faire comprendre que ces hommes avaient rejoint ses rangs de leur plein gré. Il expliqua qu'ils n'étaient pas mauvais par nature et que si personne ne parvenait à les contrôler, ce n'était pas entièrement de leur faute. Leur statut de mercenaires les avait simplement poussés à adopter un mode de vie indépendant. Son père prit en compte ces paroles mais avant de partir, il le mit en garde. Il rappela qu'il considérait cette initiative comme une compensation pour son acte irréfléchi. Cependant, il précisa que s'il désobéissait encore une fois, il connaissait déjà les conséquences d'un tel affront. Face à cet avertissement, Ghislain esquissa un sourire et répondit qu'il le remerciait. Il déclara qu'un jour, il deviendrait l'héritier légitime et prendrait possession de tout ce qui appartenait à Perdium. Son père répliqua qu'il valait mieux qu'il en ait pleinement conscience et qu'il devait, avant toute chose, posséder l'esprit du loup du Nord. Ces paroles plongèrent Ghislain dans une profonde réflexion. Ce titre, Loup du Nord, était celui de son père, le comte Perdium, qui avait consacré sa vie à protéger la frontière nord du royaume de Lutania. Il était un homme solitaire, semblable à un loup, mais malgré tous ses sacrifices, son destin avait été tragique. Il était mort de façon misérable et avait été oublié par l'histoire. C'est Belinda qui ramena Ghislain à la réalité en lui demandant s'il devait maintenant retourner à l'étage principal. Sans hésitation, Ghislain acquiesça. Son père avait déjà tout planifié, et il était temps de se rendre à la prochaine destination. Avant même que Belinda ne commence à le sermonner, Gillon, qui avait perçu sa fatigue, suggéra qu'il prenne le temps de se reposer avant d'aller plus loin. Belinda, qui connaissait Ghislain mieux que quiconque, lui rappela qu'il avait subi de graves blessures lors de son duel contre le serpent géant et que le poison circulait toujours dans son corps. Mais avant même qu'elle ne puisse terminer, Ghislain l'interrompit, il lui rappela leur accord, elle devait lui faire confiance sans condition. La véritable raison de son refus de se reposer était bien plus complexe. Il pressentait que les rumeurs sur le cristal magique ne tarderaient pas à se répandre et qu'elles parviendraient jusqu'aux oreilles de ses ennemis. Rien que pour cela, il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps, il devait renforcer son armée jusqu'à ce que personne n'ose s'opposer à lui. Mais à cet instant précis, devant tout le monde, il perdit soudain connaissance et s'effondra au sol. Après avoir traversé cette épreuve, Ghislain finit par émerger de son état d'inconscience. Il se souvenait vaguement avoir obtenu le pardon de son père avant de perdre connaissance. En reprenant ses esprits, il remarqua que sa sœur Helena était assise non loin de lui. Avant même qu'il ne puisse dire un mot, elle se jeta sur lui et éclata en sanglots. Elle lui reprocha son départ précipité et ajouta que même après tout ce temps, il n'était revenu qu'en étant inconscient. Elle lui révéla qu'il avait été dans le coma pendant 2 jours et demi. Mais malgré son inquiétude, elle déclara qu'elle était simplement heureuse qu'il soit revenu sain et sauf. Alors que Ghislain s'apprêtait à lui répondre, il sentit une profonde gratitude envers sa sœur. Helena le repoussa brusquement avant de quitter la pièce sans un regard en arrière. Ghislain comprit qu'il n'avait pas le temps de s'attarder sur elle et choisit de ne pas la suivre. Il décida qu'il lui expliquerait tout une fois ses affaires réglées. Après tout, il était resté inconscient pendant 2 jours et demi, et il devait rapidement vendre tous les cristaux magiques qu'il avait récupérés. Sans cela, les individus qui convoitaient son butin ne tarderaient pas à venir le chercher.
Ce qui le surprit toutefois, ce fut l'état exceptionnel de son corps. En temps normal, après un tel repos forcé, il lui aurait été impossible de se rétablir aussi vite. Il se demanda alors si sa capacité de régénération s'était améliorée de manière spectaculaire. C'était la seule explication qui lui semblait plausible. Il ressentait en effet une augmentation significative de ses réserves de mana, et même les propriétés de son énergie magique semblaient avoir changé. Son instinct lui indiqua que lorsqu'il avait absorbé les toxines de son corps pour les neutraliser, une partie de l'énergie contenue dans le poison s'était fusionnée à son noyau magique, augmentant ainsi ses réserves. Ghislain songea qu'il était bien dommage de ne découvrir qu'à présent un tel moyen d'accroître sa puissance. Après avoir vécu si longtemps, il n'avait jamais remarqué un raccourci aussi efficace pour devenir plus fort. Mais maintenant qu'il en avait pris conscience, il comptait bien en tirer parti. Il estima qu'il serait bientôt capable d'augmenter son pouvoir d'au moins plusieurs dizaines de fois. Sans plus tarder, il enfila ses vêtements. Il ne pouvait plus se permettre de perdre du temps. Il devait immédiatement rassembler ses mercenaires. C'est à ce moment-là que des coups retentirent à la porte, suivis de la voix de Belinda. Après avoir reçu son autorisation, la porte s'ouvrit révélant non seulement Belinda et Elna, mais aussi son père. Ghislain fut surpris par cette présence inattendue. Belinda lui expliqua rapidement la situation et lui conseilla de ne pas forcer s'il ne se sentait pas encore totalement rétabli. Elle insista sur le fait qu'il valait mieux se reposer quelques jours de plus avant de se lancer dans quoi que ce soit. Ghislain répondit qu'il était déjà totalement remis et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter pour sa santé. Son père hocha la tête en signe de compréhension, mais lui recommanda d'éviter à l'avenir de se montrer aussi imprudent, car après tout, il n'avait qu'un seul fils. Il n'eut cependant pas le temps de terminer sa phrase, car Belinda l'interrompit brusquement. Elle exprima son incrédulité face aux paroles de Ghislain, rappelant que son évanouissement brutal l'avait terrifié. Ghislain, quant à lui, resta silencieux, agacé par cette insistance alors qu'il se sentait parfaitement bien. Il tenta de changer de sujet et déclara qu'il était temps de se préparer pour l'étape suivante. Mais avant qu'il ne puisse quitter la pièce, son père demanda à lui parler en privé. Ce qui le laissa sans voix, ce fut la requête inhabituelle qu'il lui adressa ensuite. Il n'aurait jamais imaginé entendre de telles paroles de la part de son père. Pendant ce temps, ailleurs, l'homme qui avait cherché à assassiner Elna pour faire porter le chapeau à Perdium avançait avec son plan final. Desmond le comte qui avait orchestré le complot contre Perdium, fit une nouvelle apparition. Il venait de recevoir un message par pigeon voyageur. Le contenu était sans équivoque, une bataille territoriale était sur le point d'être lancée contre la famille d'Igar, et dans le chaos, Perdium devait être éliminé. Une fois l'opération réussie, la maison ducale interviendrait officiellement. Lorsque Desmond transmit cette information à ses hommes, ceux-ci explosèrent de joie. Tous avaient depuis longtemps une rancune contre Perdium. Puis Desmond demanda combien d'agents infiltrés se trouvaient encore parmi les forces de Perdium. Un de ses hommes lui répondit immédiatement, un chevalier et 2 serviteurs étaient toujours en place. Desmond donna alors de nouvelles instructions, ordonnant que 2 de ses subordonnés se rendent immédiatement dans la capitale de la famille d'Igar afin de répandre la rumeur selon laquelle l'aîné des d'Igar avait trouvé la mort aux mains de Perdium. De plus, il annonça que l'ensemble des opérations serait placé sous le commandement absolu de Victor. Cette déclaration provoqua aussitôt une vague d'enthousiasme parmi ses hommes, qui applaudissaient et manifestaient leur approbation. Certains exprimaient leur incrédulité face à la rapidité avec laquelle ils allaient mobiliser leur atout le plus redoutable. Toutefois, une minorité se montra plus réservée, soulignant que si Victor était sans doute capable d'exécuter la mission avec succès, la maison ducale agissait d'ordinaire avec la plus grande prudence, et cette initiative leur paraissait bien trop précipitée. Face à ces doutes, Desmond expliqua que la forêt des griffes démoniaques ne se résumait pas simplement à ces quelques mots. Chaque décision était prise selon la volonté du duc d'Elfay, et il était préférable d'éviter de la remettre en question. Il rappela fermement que tous devaient s'y conformer. À partir de ce jour, ils devaient se préparer à la guerre. Pendant ce temps, sur les terres de Réfort, Amélia sanglotait contre Bernaf, se plaignant de la tournure des événements. Elle déclara qu'il était inadmissible que Ghislain ait pu utiliser l'argent emprunté chez elle pour prendre le contrôle de l'ensemble de la veine de cristaux magiques de la forêt des griffes démoniaques. Même leur atout secret, la Légion des chats sauvages, avait échoué à l'éliminer. Pire encore, elle avait été contrainte de s'abaisser devant son propre père pour le supplier de couper tout soutien financier à Perdium. Elle affirma que cette humiliation la mettait au même niveau qu'un vulgaire subalterne. Bernaf, sur le point de tenter de la réconforter, s'interrompit en voyant Amélia reprendre son calme après un long soupir. Elle déclara alors qu'il était inutile de ressasser le passé et qu'il était temps de se concentrer sur leur prochain plan. En réponse, Bernaf approuva immédiatement et lui assura qu'il avait déjà tout préparé, attendant simplement son signal. Amélia pointa alors une carte et expliqua que, puisque Perdium détenait désormais l'exploitation des cristaux magiques, il se libérerait rapidement de ses problèmes financiers. Toutefois, après 2 jours et demi d'observation, elle constata que Perdium n'avait encore exporté aucun cristal et que sa chaîne d'approvisionnement n'était pas encore établie. Cela leur permettait d'anticiper où ces cristaux seraient probablement vendus.
Bernaf, n'étant pas particulièrement doué pour ce genre de réflexion, laissa Amelia poursuivre. Elle indiqua que s'il s'agissait du Nord, il n'y avait qu'un seul endroit où ces cristaux pouvaient être écoulés, la tour de l'Ascension, dirigée par le grand mage d'Hermude. En raison de leur importance cruciale pour la recherche magique, ces cristaux attireraient forcément son intérêt. Elle conclut qu'il fallait donc tendre une embuscade sur la route menant à cette destination et y infiltrer leurs agents de la Légion des Chats Sauvages. Elle ajouta que puisque Ghislain et ses alliés étaient trop puissants pour une confrontation directe, ils devaient opter pour une autre approche. Leur plan serait donc d'attaquer les convois en les précipitant dans les rivières avant de s'emparer de la majeure partie des cristaux. Bernaf considéra cette stratégie comme viable, mais souleva une inquiétude. À proximité de la tour de l'Ascension se trouvait également la tour écarlate. Comment pouvait-il être certain que les cristaux ne seraient pas vendus à cet autre centre d'influence? Amelia assura qu'elle avait déjà pris en compte cette possibilité. Depuis la perte de sa position dominante, la tour écarlate était en déclin constant. De plus, elle savait que Ghislain était d'une avarice insatiable, il préférerait forcément vendre ses cristaux là où l'offre serait la plus avantageuse. Par conséquent, il était inconcevable qu'il se tourne vers la tour écarlate. Déterminée, elle déclara que cette fois, elle récupérerait tout ce qui lui revenait de droit. Elle jura que Ghislain paierait pour tout ce qu'il lui avait fait subir et qu'elle se vengerait coûte que coûte. Le temps remontait à l'instant où son père l'avait soudainement convoqué. Après s'être brièvement enquis de son état de santé, il exprima le souhait de lui parler en privé. De plus, il avait une requête à lui confier. À ces mots, Ghislain resta figé sur place, stupéfait. Il ne s'était jamais attendu à entendre une telle demande de la bouche de son père. La scène bascula, Ghislain se retrouvait déjà avec lui sur le terrain d'entraînement. S'il ne se trompait pas, jamais dans sa vie passée son père ne l'avait y emmené. Dans son ancienne existence, il avait toujours cherché à l'éviter, craignant ses colères et ses punitions en cas d'erreur. C'est alors que son père lui parla d'un ton posé, s'excusant de l'avoir fait venir si précipitamment après son réveil. Ghislain lui répondit alors qu'il avait dormi 2 jours et demi et qu'il était en pleine forme, tant physiquement que mentalement. Il demanda ensuite en quoi consistait précisément cette requête. Son père, silencieux un long moment, semblait hésitant. Ghislain, remarquant l'évitement dans son regard, se rappela alors les paroles de sa mère de son vivant. Elle lui avait confié que son père mettait toujours les autres avant lui-même, il devait incarner un pilier inébranlable pour le peuple de Perdium et ne laissait jamais transparaître ses véritables émotions, à une exception près, lorsqu'il lui avait demandé sa main. Elle avait alors expliqué qu'aussi rude qu'il puisse paraître, il fallait toujours chercher à comprendre ses intentions, car il n'était simplement pas doué pour exprimer ses sentiments. Ses souvenirs se dissipèrent lorsque la voix de son père le ramena à la réalité. Celui-ci lui ordonna alors de se mettre en garde et de lui montrer toute l'étendue de sa puissance dans un combat en 1 contre 1. Bien que pris de court, Ghislain acquiesça. À peine avait-il pris sa position de combat que son père se rua sur lui avec une rapidité fulgurante. Réagissant aussitôt, Ghislain leva son épée pour parer l'attaque. Dès que le choc se dissipa, il saisit l'opportunité de riposter, mais la différence de niveau était évidente. Son père avait bloqué l'attaque avec une aisance déconcertante et contre-attaqua avec une précision redoutable. Bien qu'en apparence, le combat semblait équilibré, la vérité était tout autre. Son père menait l'affrontement à son propre rythme, obligeant Ghislain à s'adapter constamment à ses attaques pour pouvoir se défendre et répliquer. Il dut admettre que chaque coup de son père était d'une puissance écrasante. Son épée, capable à elle seule de terrasser les tribus du Nord, le forçait à mobiliser toute sa force pour ne pas être balayé. Lorsque son père enchaîna une double frappe, Ghislain commença à faiblir sous l'impact, ressentant la force de ses coups comme une montagne s'abattant sur lui. Dans sa vie passée, il aurait perdu ce duel en un instant. Mais dans cette existence, il possédait l'expérience et les techniques acquises au fil de nombreuses batailles. Il savait qu'il lui suffisait de détecter une ouverture pour frapper au moment opportun. Dès qu'une faille apparut, il porta instinctivement un coup précis. Son père, surpris, avait réalisé à quel point il avait progressé. Non seulement Ghislain pouvait désormais bloquer ses frappes avec réactivité, mais il était aussi capable de détourner sa force pour exécuter une contre-attaque tournoyante. Curieusement, cette même technique, son père l'avait pensée au même instant. L'instant suivant, leurs lames étaient toutes deux posées contre le cou de l'autre. Le combat venait ainsi de s'achever. Son père, en rengainant son épée, lui fit remarquer que ses progrès étaient impressionnants et l'avait encouragé à continuer sur cette voie. Mais alors que Ghislain le remerciait pour ses compliments, quelque chose d'inattendu se produisit. Son père, impassible d'ordinaire, commença à lui donner des conseils sur son duel. Ghislain devait relâcher un peu la pression. Même si sa force et ses réflexes lui permettaient d'affronter les gigantesques monstres de la forêt des griffes démoniaques, ses intentions suivantes risquaient d'être trop facilement prévisibles. Ces paroles de son père plongèrent Ghislain dans une profonde réflexion. En combat, il avait pris l'habitude d'analyser les mouvements de ses adversaires, mais l'instant suivant, son expression changea radicalement, marquée par la surprise. Il venait de se souvenir, c'était la première fois qu'il recevait les conseils de quelqu'un d'autre. Dans sa vie précédente, son art du maniement de l'épée s'était forgé uniquement à travers l'expérience du combat, jusqu'à devenir une sorte de réflexe instinctif.
N'ayant jamais suivi de formation officielle depuis son enfance, il se rendit compte qu'il avait, sans s'en apercevoir, perdu de nombreuses opportunités d'apprentissage. Par exemple, la gestion de la pression qu'il exerçait en combat. Même après avoir vécu une seconde vie, il conservait toujours cet état d'esprit. Quoi qu'il en soit, sur le chemin de la puissance, il devait compter uniquement sur lui-même. Cette conviction l'avait amené à négliger ceux qui pouvaient lui apporter un soutien inestimable. Il comprenait désormais l'importance de cet enseignement et se promit de garder précieusement en mémoire les conseils de son père. Pourtant, contre toute attente, son père laissa simplement échapper un soupir glacial avant de répondre froidement. Il lui expliqua qu'il aurait bien envie de le réprimander, car même s'il avait accompli des exploits exceptionnels dans la forêt des griffes démoniaques, le non-respect des règles impliquait nécessairement une sanction. Si chacun agissait à sa guise dans le simple but de se distinguer, cela ne ferait que plonger la famille et même le royaume entier dans un chaos incontrôlable. Cependant, il reconnaissait que Ghislain avait changé. S'il était resté le même qu'autrefois, il aurait probablement fini enfermé à vie sans la moindre possibilité d'en sortir. Concernant son avenir, son père lui rappela qu'il devait éviter de se mêler à ces opportunistes prêts à tout sacrifier uniquement pour accumuler des exploits militaires. Il précisa que Ghislain était sûrement déjà conscient des conséquences d'un tel comportement. Son rôle était avant tout de remplir ses responsabilités en tant qu'héritier du clan. Les paroles de son père étaient justes. Tout ce qu'il entreprenait désormais était motivé par la nécessité de préparer sa future succession. Pourtant, il avait remarqué que son père n'avait pas encore abordé le véritable sujet de sa venue, et voilà qu'il s'apprêtait déjà à quitter le terrain d'entraînement. Pris de doute, Ghislain l'interrogea sur ce qu'il souhaitait lui dire. À cet instant, il crut percevoir un léger frisson parcourir son père, bien que ce dernier l'ait rapidement dissimulé en ajustant son expression. Après un moment d'hésitation, son père finit par lui avouer la vérité d'un ton hésitant. Il voulait savoir si Ghislain possédait de l'argent en surplus, et s'il pouvait lui en prêter temporairement. Ghislain se retrouvait désormais au campement provisoire installé à l'extérieur de la forêt des griffes démoniaques. Dès son arrivée, les soldats qui avaient choisi de le suivre se mirent instantanément au garde-à-vous, une scène qui le remplit d'une profonde satisfaction. Leur fidélité semblait désormais inébranlable. Il se dit qu'en cas de confrontation avec un ennemi difficile, leur soutien lui permettrait d'atteindre une probabilité de victoire proche de 100%. Avançant dans les rangs, il finit par repérer Gillon à l'arrière du groupe, et ils échangèrent quelques mots. Gillon semblait avoir quelque chose d'important à lui dire. Il lui apprit que grâce à son aide, la maladie de sa fille était pratiquement guérie. Il ajouta qu'il ne pourrait jamais le remercier assez, car sans lui il n'aurait probablement jamais eu l'occasion de revoir son enfant sourire. Après cela, Ghislain aborda directement le sujet principal. Il y avait une question qu'il avait longuement réfléchi avant de décider qu'il valait mieux en parler d'abord avec la dame. La cité principale de Perdium faisait face à une crise majeure et si elle était mal gérée, sa destruction était inévitable. L'origine de cette crise remontait à l'attaque qu'avait subie Helena. Ce jour-là, ses deux chevaliers de garde avaient tenté de l'assassiner, prévoyant d'utiliser cet acte comme prétexte pour déclencher une guerre contre la famille d'Igar. La raison en était que leur fils aîné avait trouvé la mort dans un coin de la cité de Perdium. Toutefois, Ghislain avait pris soin d'éliminer leur corps à temps. Cependant, il supposait que ces individus avaient envoyé d'autres agents infiltrés, qui observaient chacun de leurs mouvements. De plus, même s'ils étaient conscients de cette menace, ils n'avaient ni le temps ni les ressources nécessaires pour préparer une contre-attaque. Ce fut seulement en écoutant les plaintes de Belinda que Ghislain comprit enfin pourquoi il était si pressé d'agir. Tout était prévu dans son plan. Quant à Karl, il semblait exalté à l'idée qu'après la conquête de la forêt des griffes démoniaques, viendrait la bataille pour le territoire. Il n'avait donc aucun regret d'avoir suivi Ghislain. En revanche, Gillon fut le seul à percevoir l'essentiel du problème. Il comprenait que si Perdium était la cible d'attaque, c'était parce qu'elle était l'un des territoires les plus faciles à assaillir, surtout depuis la découverte soudaine d'une veine minérale d'une valeur inestimable. Ghislain confirma que cette analyse était correcte et ajouta que leurs ennemis n'allaient pas laisser passer cette occasion stratégique. Brusquement, Belinda, visiblement inquiète, proposa d'en informer immédiatement le chef de famille et les anciens. Pourtant, Ghislain refusa cette idée sans hésitation, expliquant que son père était également sous surveillance. Dans une situation où il était impossible de distinguer alliés et ennemis, la prudence était de mise. Heureusement, le fait qu'Helena ait survécu à l'attaque avait déstabilisé leurs adversaires et leur avait permis de gagner un peu de temps précieux. Ghislain avertit ensuite que la bataille à venir serait d'une difficulté bien supérieure à celle qu'ils avaient affrontée lors de l'exploitation de la forêt des griffes démoniaques. Un silence pesant s'installa alors. Ils comprenaient leur réticence, car ils devaient se préparer au pire. Après un long moment, ce fut Karl qui brisa le silence, affirmant qu'il était temps de donner de nouveaux ordres. D'autres exprimèrent leur engagement sans hésitation, rappelant qu'ils avaient déjà juré de suivre Ghislain pour le restant de leur vie. Une épreuve de plus ne les effraierait pas. Belinda déclara que tant que Ghislain ferait face à des problèmes, elle serait toujours la première à se dresser pour le protéger. Ces paroles réconfortèrent Ghislain et dissipèrent en partie son anxiété.
Il se promit alors que s'il ne remportait pas cette bataille, il se sentirait indigne de leur loyauté. Puis, le ton de sa voix devint plus froid. Il était clair que ceux qui obéissaient aveuglément aux ordres de la faction d'Elphée allaient payer le prix de leur soumission. Une fois leur groupe anéanti, leur chef ne tarderait pas à suivre le même sort. Quant à la suite du plan, il était temps de se rendre à la Tour Écarlate pour y vendre les cristaux magiques. Belinda s'interrogea sur ce choix, affirmant qu'il serait bien plus intéressant de les vendre à la Tour de l'Ascension, où le prix serait nettement plus avantageux. À cela, Ghislain répondit avec conviction que la Tour Écarlate était une option plus sûre. Il était fort probable qu'un piège les attendait sur le chemin de la Tour de l'Ascension, comme ce fut le cas précédemment. De plus, il y avait une raison supplémentaire à son choix, retrouver une certaine personne. Même si la Tour Écarlate avait perdu son rang de première tour, il était persuadé que s'il s'alliait à elle, il ne serait qu'une question de temps avant qu'elle ne retrouve sa position initiale.